Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Frédéric Ledan, du Comité régional du tourisme. Arnaud Reichert, photographe, est avec moi aujourd'hui pour ce webinaire sur comment on améliore, on optimise les photos de son établissement ou de son activité de loisir avec un téléphone, un smartphone. Alors, cet atelier s'inscrit en fait dans une série d'une vingtaine d'ateliers qui sont organisés par le Comité régional du tourisme et des loisirs. Donc, vous avez dans l'onglet Converser, je vous ai indiqué le lien vers l'adresse URL du site pro du CRT, là où vous pouvez retrouver le programme de l'ensemble des ateliers. Donc, il y a des ateliers sur la visibilité web, des ateliers sur la commercialisation et des ateliers sur la performance. Et donc, à chaque fois, ce sont des spécialistes extérieurs au CRT qui viennent faire partager leur savoir-faire. Vous avez aussi des replays, chaque atelier est enregistré. Et donc, sur cette même rubrique dans le site pro, à chaque fois, au fur et à mesure, le bouton « Je m'inscris » sera remplacé par un bouton « Voir le replay ». Et les replays seront en ligne jusqu'à la fin de l'année. Alors, comment ça se passe le webinaire? Là, on est ensemble pour 1h30. Vos caméras et vos micros sont coupés. On est assez nombreux, hein. Là on est pratiquement 160 et il y a eu plus de 350 personnes inscrites, donc beaucoup le verront en replay. Donc on n'a pas pu rendre tout le monde visible et donner la parole à tout le monde. C'est pourquoi les caméras sont fermées, mais vous pouvez quand même participer à l'écrit. Donc vous avez dans les onglets, dans la barre d'outils, vous avez un petit bouton converser. Je vous invite à cliquer dessus et vous allez voir le fil de discussion qui s'affiche. Et donc, dans ce fil de discussion, vous pouvez poser une question à plusieurs intervalles pendant le webinaire. Du coup, je vais couper Arnaud qui fait sa présentation pour lui poser vos questions. Je ne le ferai peut-être pas à chaque question pour ne pas lui couper la parole toutes les deux minutes, mais régulièrement, je vais regrouper les questions et donc je lui poserai vos questions. Il pourra vous répondre oralement. Voilà, c'est la seule manière pour vous de participer. Donc, malheureusement, si vous levez la main, on ne pourra pas vous donner la parole oralement, mais on fera en sorte de répondre à toutes vos questions. Voilà, le webinaire donc est enregistré. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud, donc, qui est photographe professionnel à Montpellier, qui travaille déjà pour beaucoup d'entreprises du tourisme. C'était important pour nous de vous proposer ce sujet-là, parce qu'on a bien conscience que la qualité des photos sur Internet notamment, c'est très vendeur. Parfois, une simple photo suffit à déclencher une vente. On sait que vous êtes très sensibilisés à ça. Beaucoup d'entre vous, peut-être d'ailleurs, ont déjà fait appel ou investi dans des photos professionnelles et on ne vous le recommandera jamais assez. Il faut de préférence avoir des photos professionnelles pour apparaître vraiment d'une manière optimale sur Internet. Ceci dit, Arnaud joue le jeu avec plaisir et il vient donc du coup vous donner quelques techniques pour vous permettre de faire de meilleures photos si vous souhaitez les faire vous-même avec votre appareil. Alors je vais tout de suite, avant quand même de lui laisser la parole, je vais tout de suite partager, on a deux petits sondages pour savoir où est-ce que vous en êtes et quels sont vos besoins. Donc la première question, vous pouvez déjà répondre. La première question, c'est pour quels usages souhaitez-vous des photos de meilleure qualité? Voilà, pour le web, pour des éditions papier ou autres. Vous avez donc un choix de réponses multiples. J'attends juste quelques secondes que la majorité d'entre vous ait voté. Voilà, on est déjà à 75% de participation. Voilà, 85%. Voilà, donc je vais arrêter le vote. Ça nous donne une bonne indication, en fait. On a 99, voilà, mettre fin au vote. On a 99% donc des personnes qui en ont besoin pour le web, ça on s'y attendait, mais quand même 17% encore pour des éditions papier et 5% pour d'autres. D'ailleurs, je peux partager le résultat. Et puis, je passe tout de suite du coup à la deuxième question. Hop. Alors, hop, je ferme celui-là. Sondage 2, le voilà, je le partage, ouvrir le vote. Alors la deuxième question, c'est où en êtes-vous avec votre site web? Est-ce que vous avez la main sur le contenu pour changer des photos, pour modifier des photos? Ou est-ce que vous faites appel à un webmaster pour modifier le contenu de votre site? Ou est-ce que tout simplement vous n'avez pas de site web, mais vous avez peut-être besoin de photos pour des annonces publicitaires? Donc voilà, les votes sont en train de se passer, ça va vite, je vois qu'on a déjà plus de 80% de personnes qui ont voté. Donc voilà, 90. Alors je peux déjà mettre fin au vote. Alors donc pratiquement 80% d'entre vous, un peu moins, voilà, 78% d'entre vous, vous avez la main sur le contenu.
Donc, c'est vous qui modifiez les photos directement en ligne sur votre site. Et puis, vous êtes 17% à faire appel à un webmaster et 8% pas de site web. Voilà, ben merci pour ces indications. Ça va permettre à Arnaud d'adapter un petit peu sa présentation. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. À toi, Arnaud. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer donc par me présenter. Je m'appelle Arnaud Reichert. Je suis photographe professionnel installé à Montpellier. J'ai un studio photo place Jean Jaurès en plein centre, mais je fais voilà, également beaucoup de choses à l'extérieur pour des clients. Je me déplace dans toute la région. Donc, je suis photographe professionnel depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je suis totalement autodidacte. C'est une passion que j'ai transformée en métier. J'ai cette immense chance. Euh, je me destinais totalement à autre chose. J'ai fait une école de commerce, rien à voir. Et puis, ce sont les hasards de la vie et les rencontres qui ont fait que je me suis retrouvé à pratiquer ce métier que je fais avec toujours autant de passion 25 ans plus tard. Euh, et donc, en tant qu'autodidacte, je me suis formé tout seul et je dirais que je me forme toujours tout seul, tous les jours. Alors tout seul, on a Internet qui nous permet énormément de choses en termes d'apprentissage. N'hésitez jamais à aller voir. Vous pouvez trouver énormément d'informations, des tutoriels sur YouTube. Moi-même, il n'y a pas de honte. J'y recours régulièrement pour apprendre des nouvelles techniques, trouver des nouvelles idées. Euh, et donc, en tant que photographe, j'ai des activités assez diverses. Actuellement, donc, j'ai un studio photo que j'ai depuis 2013, mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses dans ma vie. Alors, pas toujours dans la photo, mais j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans la publicité. Et au bout d'un moment, j'ai décidé plutôt de me spécialiser dans l'humain, tout simplement. J'ai ouvert ce studio photo et c'est vraiment le contact humain que j'apprécie dans la rencontre avec mes clients. Il n'y a pas deux shootings qui se ressemblent. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Chaque projet est un nouveau challenge. On peut faire du beau à partir de n'importe quoi. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais, j'ai donc un studio photo. En fait, ça recouvre énormément d'activités, vraiment des domaines d'activité très divers. Alors, mon domaine principal, c'est autour de l'humain. Mais ça n'est pas que ça, j'y viendrai ensuite. Et donc l'humain, ça recoupe toute la vie, tout simplement. Alors je vous l'ai fait dans l'ordre chronologique, mais en fait, devant moi, j'ai toutes sortes de personnes. Alors souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de photos, de shooting photo. Ça peut être des photos de couple, euh, ce qui peut éventuellement se conclure par un mariage, qui, pourquoi pas, amène une grossesse. Voilà, on a vraiment toutes les étapes de la vie. J'ai des clients voilà, depuis des nouveau-nés jusqu'à des papiers et des mamies. Donc effectivement, je fais des photos de nouveau-nés, des photos d'enfants, des photos de famille. Et puis, ça peut être aussi tout simplement des shootings plaisir pour une jeune femme qui a 20 ans ou 30 ans, qui a envie de se faire un cadeau ou de garder un souvenir euh, d'un moment particulier dans sa vie. C'est également des books pour des mannequins. Je fais évidemment la même chose pour des hommes. Même chose, photo plaisir ou pour des mannequins, des comédiens. Je fais pas mal ce genre de choses aussi. Il y a beaucoup de demandes pour des photos professionnelles, justement, parce que de plus en plus de gens ont conscience de l'importance de l'image. Et donc, c'est une partie importante de mon activité. Ça regroupe aussi de la photo de mode ou de la publicité pour des objets avec une mise en scène. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très varié. Alors, l'humain, ce n'est pas la seule chose. Je fais aussi des produits. Là aussi, ça peut être pas mal de choses différentes.
Alors, je travaille parfois pour des restaurants, pour des chaînes, pour de l'alimentaire. Ça peut être aussi pour un domaine vinicole. Voilà, on en a beaucoup dans la région. Là, c'est typiquement une photo qui va servir pour un site internet, voilà, pour montrer les produits. Ça peut être pour des publicités, d'illustrations. En général, la plupart des demandes sont pour des sites internet quand on parle de communication. Je reprends le sondage qui a été fait tout à l'heure. Vous êtes une énorme majorité à avoir un site web, même si tout le monde n'en a pas encore, mais c'est vrai que c'est un peu un incontournable. Et un site internet, eh bien, il faut le remplir, il faut qu'il y ait du contenu. Donc voilà, une grande partie de mon activité auprès des entreprises, auprès de commerçants, de gens qui exercent une activité en rapport avec le tourisme, ça peut être un coiffeur, ça peut être un magasin, un restaurant, un hôtel. Voilà, il y a énormément de choses qui ont besoin absolument d'images et d'images de qualité. Alors, je travaille donc beaucoup pour des entreprises également, dans le domaine corporate. Alors, ça peut être des locaux, ça peut être de l'événementiel aussi. Alors, voilà, c'est une discipline qui mêle énormément de choses différentes. Là, on est plutôt dans de la photo d'architecture. Parfois, je vais faire plus de l'humain, de l'événementiel pour un lancement de produit, un séminaire, montrer les équipes, c'est quelque chose qui est très important. Donc parfois des photos de groupe, parfois les gens au travail, parfois l'équipe dirigeante, ça peut être l'ensemble du personnel d'une entreprise, et puis parfois tout simplement l'activité d'un artisan, d'un entrepreneur, montrer ce qu'il fait, communiquer autour de son métier, avoir des photos d'illustration également. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment extrêmement varié. Et puis, enfin, je fais beaucoup d'immobilier et de photos pour des hébergements, de loisirs, des locations Airbnb, des hôtels, des restaurants, des bars, des choses comme ça. Voilà. Qui... Alors, justement, Arnaud, c'est très bien puisque là, donc, on a des gens qui sont essentiellement des propriétaires de gîtes, chambres d'hôtes et on a aussi beaucoup de prestataires d'activités de loisirs. Donc, merci pour ta présentation. Là, je pense que maintenant, il faut passer au vif du sujet et donc leur donner ces fameuses astuces pour leur permettre d'améliorer leurs photos. Alors voilà, ça c'était voilà, quelques exemples récents. Donc, on arrive à l'importance de l'image. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir tous. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient justement de l'importance de l'image. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où on est bombardé d'images dans tous les sens, jusqu'à saturation parfois. Et ce qui fait la différence, c'est la qualité. Ça sert à quoi? Ça sert à se faire connaître, ça sert à attirer des clients, ça sert à conclure des ventes, donc à faire la différence. Et ça sert à alimenter votre site web si vous en avez un. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un incontournable quand on a une entreprise, quand on gère un business. Et un site web, il a besoin de contenu. Alors, pas seulement pour montrer votre activité, mais aussi par rapport au référencement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et les algorithmes qui s'occupent de votre référencement sont très sensibles au fait qu'il y ait du contenu nouveau de façon régulière. C'est très mauvais de laisser un site web sans aucune activité pendant longtemps. Et donc, les photos sont particulièrement importantes à ce niveau-là. Pour vous donner une anecdote par rapport à ça, ça c'est une photo qui a été faite, que j'ai faite récemment avec un smartphone. Voilà, c'est pour vous dire, c'est voilà un exemple typique qu'on peut faire vraiment de la très bonne qualité avec un smartphone. Donc là, en l'occurrence, j'étais parti faire une balade sur les étangs derrière Villeneuve-les-Maglones. Je n'avais pas du tout mon matériel, c'est 20 kilos sur le dos, je ne les ai pas toujours. Par contre, on a toujours un téléphone sur soi et il y avait une lumière magnifique et ces photos ont toutes été prises avec un smartphone. Donc, voilà, première chose, on peut faire des belles photos avec un smartphone. Alors, un bémol quand même, c'est que ces photos ont été réalisées avec un smartphone, mais il y a quand même du travail derrière. J'y viendrai un petit peu plus tard. Alors, quand on a besoin d'images, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait soi-même? Est-ce qu'on a fait appel à un photographe professionnel? Alors, je vais aller très vite là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, effectivement. Mais pourquoi faire appel à un photographe professionnel? Parce que
avec l'expérience, on a une compréhension des besoins de nos clients. On est une force de proposition. On a un équipement, du matériel de très bonne qualité. Et je dois dire quand même que dans certains cas, ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec un smartphone. On va être limité parfois. Et donc, voilà, il y a une expérience de ce type de travail. Et puis surtout, vous n'avez pas forcément le temps vous-même de faire les photos. Alors justement, Arnaud, on nous pose une question sur quel type de smartphone. Alors, est-ce qu'il y a justement un nombre de pixels quand on achète son smartphone, hein, on peut choisir la qualité de la fonction photo. Est-ce que ça a une importance sur le résultat ou est-ce que même avec des smartphones qui ne sont pas très puissants, on peut faire de belles photos? Alors, c'est une excellente question. Je dirais que les modèles récents qui viennent, tous les smartphones récents sont assez bons d'une manière générale au niveau des appareils photo qui sont intégrés. Il se trouve que moi-même, j'ai changé de téléphone il y a quelques mois. Pas du tout parce que mon téléphone ne marchait plus, mais parce que j'avais un iPhone d'une ancienne génération et que j'étais assez insatisfait de la qualité. Et pour une raison vraiment professionnelle, pour moi, c'était évidemment très important de pouvoir faire des belles photos avec mon smartphone. J'ai investi dans un smartphone dernière génération, un iPhone 13 Pro. C'est vraiment celui qui permettait d'avoir la meilleure qualité possible. Alors, il y a l'iPhone, il y en a plein d'autres aussi. Il y en a qui sont même supérieurs en termes de qualité. Je ne vais pas faire un panel complet, mais voilà, il y a beaucoup de choses dans le matériel récent. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Je suis parfois moi-même bluffé par la qualité que les algorithmes qui sont intégrés arrivent à produire dans les portraits, dans les photos de nuit. Donc vraiment, ça a fait des progrès absolument énormes. Et donc, je vais passer à ça. Pourquoi ne pas faire appel à un photographe professionnel? euh, La seule raison, honnêtement, à laquelle je peux penser, c'est le budget. Parce que vous aurez toujours un meilleur résultat que ce que vous pouvez faire vous-même. Ce n'est pas votre métier. Quelqu'un qui fait ça en permanence, évidemment, saura faire quelque chose qui est plus adapté. Euh, donc, ça, c'est une raison tout à fait respectable. Un problème de trésorerie, ça peut coûter cher. Pas forcément autant que vous le pensez ou que vous l'imaginez, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, à la question peut-on faire de bonnes photos soi-même, je suis bien obligé de dire oui, bien sûr, vous êtes capable. Vous avez un outil dans la poche en permanence qui vous permet de faire des photos de grande qualité. Alors, ça demande effectivement une certaine pratique. Il faut quand même, on ne devient pas bon du jour au lendemain, mais avec un petit peu de maîtrise, et ce n'est pas très compliqué, et je vais vous donner quelques indications par rapport à ça, on peut réellement avoir un excellent travail. Excellent résultat avec un smartphone. Le plus important pour ça, évidemment, c'est apprendre à connaître votre smartphone. Là encore, on ne va pas s'étendre sur des aspects techniques qui vont varier d'un modèle à l'autre. Et à vrai dire, je ne vais pas tellement m'appesantir sur la technique elle-même. Pour une raison toute simple, c'est que les smartphones, d'une façon générale, ils font tout de façon automatique et ils le font plutôt bien. Donc, on n'est pas sur des réglages manuels. Il n'y a pas besoin de comprendre la théorie de la photo. Euh, L'appareil, globalement, il gère tout seul et il le fait plutôt bien. Par contre, il faut vraiment connaître votre appareil. Ils ont chacun des options, des réglages différents. Voilà, la moindre des choses, c'est que vous connaissiez les différentes possibilités. Je pense notamment à certaines options de photos de nuit qui peuvent vraiment faire une énorme différence, des modes portraits qui sont parfois très efficaces en jouant sur la profondeur de champ et ça peut vraiment faire quelque chose de très esthétique. Vous avez sur certains smartphones plusieurs objectifs, donc n'hésitez pas à utiliser un zoom, un grand angle en fonction des photos que vous voulez faire. Donc voilà, apprenez à connaître votre smartphone. Là encore, sachant que maintenant il n'y a plus de mode d'emploi quand on en achète un, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet, vous trouverez très facilement sur le modèle qui vous intéresse toutes les infos dont vous avez besoin. Et On le a maître quelques mot, questions. surtout, c'est entraînez-vous. C'est la pratique qui fera que vous deviendrez meilleur. Et je m'applique cette règle à moi-même, c'est-à-dire que j'ai tendance à dire qu'un
Un bon photographe, c'est comme un musicien, c'est quelqu'un qui pratique son art tous les jours. Donc Alors voilà. concrètement, du coup, Arnaud, on a concrètement du coup des questions. Hein. Si le Oui, bien sujet sûr. intéresse justement sur le choix du smartphone, l'option grand angle dont tu parlais, Louis demande si le grand angle intégré sur les smartphones doit être utilisé à bon escient ou pas systématiquement. Dans quel cas il faut l'utiliser. Ça, je pense que ça fait partie de ta présentation à venir. Et on a Absolument. aussi une question de Solange et une autre personne qui l'avait aussi posée un petit peu tout à l'heure. Combien de pixels minimum ou quel critère de qualité sur son smartphone? Je ne sais pas s'il y a un critère ou un nombre de pixels minimum, hein, puisque tu viens de dire que toutes les appareils de nouvelle génération avaient cette qualité suffisante. Tout à fait. Alors, à vrai dire, sur certains smartphones, on a des résolutions qui sont supérieures à ce que j'utilise moi en tant que boîtier professionnel. Moi, je travaille avec un boîtier qui me donne une résolution de 30 millions de pixels. On a des smartphones qui font du 50 millions de pixels. C'est absolument phénoménal. Maintenant, tout à l'heure, par rapport au sondage, le premier sondage qu'on a fait, je vois que la plupart d'entre vous ont besoin d'un usage principalement pour le web. C'est là que ça va intervenir, que la différence peut faire pencher la balance vers un modèle plutôt qu'un autre. Si vous avez besoin uniquement de communiquer sur votre site internet, on a besoin d'une résolution beaucoup plus faible que si on a besoin de faire des impressions papier. Et donc, si votre usage principal, c'est vraiment de l'impression, j'aurais tendance à vous dire, ne passez pas par un smartphone, utilisez vraiment un boîtier, quelque chose qui tient vraiment la route en termes de résolution, mais pas que. Il y a la qualité des optiques aussi, il ne faut pas l'oublier, même si au niveau informatique, au niveau des programmes, des algorithmes, ils sont très efficaces, mais on a quand même un boîtier qui fait cette taille. C'est absolument minuscule. Et ça joue quand même sur la qualité, sur le piqué de l'image. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais la même qualité avec un smartphone qu'avec un appareil professionnel haut de gamme. Mais ça, c'est pour un usage vraiment très pointu et dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de ça. Donc, pour un usage Internet, dans la plupart des cas, vous aurez vraiment, à partir de, je dirais, 20 millions de pixels, c'est excellent. Et vous êtes largement au-delà de ce que réclame un usage sur un écran d'ordinateur. Alors après, si Le grand angle, est-ce que le grand angle est utile alors du coup? oui, j'allais y venir effectivement, et je vous parlais tout à l'heure de l'iPhone 13 Pro. La raison pour laquelle j'ai choisi cet appareil plutôt qu'un autre, hein, ou ce téléphone, c'est que justement, il avait plusieurs objectifs distincts, et ça c'est très important. Un grand angle, un objectif standard et un objectif, un téléobjectif. Sachant qu'on peut monter ensuite, on peut zoomer bien plus dans l'image, mais il y a une perte de qualité qui est extrêmement importante. Donc, je vous déconseille formellement d'utiliser un zoom numérique. La qualité est telle que la photo devient, la perte de qualité est telle que la photo devient inexploitable. Euh, Par contre, si effectivement vous avez un zoom, vous changez d'objectif en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez montrer dans la photo, et ça, c'est vraiment précieux. Donc, effectivement, les objectifs, si vous en avez plusieurs, c'est mieux. Si vous avez une résolution plus importante, c'est mieux. Mais d'une façon générale, on peut déjà faire des choses très honnêtes, vraiment un bon résultat avec un smartphone relativement standard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'investir non plus dans un appareil qui coûte un bras. Vous pouvez, selon toute probabilité, déjà faire des choses très intéressantes avec votre smartphone. Encore une fois, je ne vais pas tellement m'apesantir sur la technique, mais plutôt sur une certaine façon d'envisager de faire les photos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo? On peut la définir plus ou moins, c'est quelque chose évidemment de totalement subjectif, mais on peut, au niveau technique, le définir par 3 points. C'est l'exposition, le sujet, la composition. Et donc, je vais aborder chacun de ces points séparément. Donc, une bonne exposition, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'un appareil photo, et tout particulièrement un smartphone,
a une vision totalement différente de l'œil humain. C'est-à-dire que nous, on a une variété de nuances de luminosité que l'œil humain peut capter, qui est phénoménale. Et un appareil photo a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus restreint. Ça veut dire globalement que si je regarde, je suis dans une pièce actuellement, mais j'ai une vue sur une fenêtre et à l'extérieur, il y a le ciel qui est donc extrêmement lumineux par rapport à la lumière qu'il y a dans cette pièce. Mon œil arrive à capter ces différences de luminosité sans aucun problème. Mais un appareil photo n'en est pas capable, ni un smartphone, ni même un appareil photo pro. Voilà, c'est inhérent à la technique de la photographie. Et ça veut dire une chose, c'est qu'il faut choisir ce qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une bonne exposition à la fois sur l'intérieur de ma pièce et sur le ciel, ce qui est par exemple une des complications du fait de faire des photos immobilières, par exemple. Je ne peux pas avoir l'extérieur et l'intérieur en même temps exposés de la bonne façon. Et donc, c'est mon deuxième point, choisir, c'est renoncer. Ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez quelque chose que vous mettez en avant. Et la bonne exposition, c'est quand vous n'avez pas de surface dans l'image qui soit totalement cramée, c'est-à-dire totalement blanche, et que vous n'avez pas de surface, de partie de l'image qui soit totalement noire, c'est-à-dire où il n'y a aucun détail. Mais ça n'est pas forcément possible s'il y a une amplitude trop importante. Donc parfois, il faut choisir. Et donc, régler l'exposition sur la partie de l'image que vous souhaitez mettre en valeur. Alors, comment l'ajuster, cette exposition? Vous pouvez le faire sur un smartphone. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on utilise ça en mode automatique et que globalement, dans la plupart des cas, ça fonctionne pas mal. Mais il y a un truc tout simple qui est de toucher l'écran quand vous regardez votre scène. Vous touchez l'écran à l'endroit que vous souhaitez être exposé de la bonne façon et ça va ajuster la luminosité de l'écran. Vous allez voir que ça va s'éclaircir ou s'assombrir pour se caler sur l'endroit que vous lui indiquez comme étant ce que vous voulez mesurer. Et en touchant l'écran et en bougeant le doigt vers le haut ou vers le bas, vous pouvez l'ajuster manuellement. Donc, vous récupérez les réglages manuels sur un écran de smartphone. Et donc, ça, c'est très important. Ça vous permet vraiment de ne pas laisser l'appareil faire tout seul et il ne fera pas bien dans tous les cas. Si ce que vous voyez à l'écran ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez choisir de l'ajuster. Le deuxième point, c'était donc le sujet. C'est-à-dire qu'une photo, pour que ce soit une bonne photo, il faut qu'il y ait un sujet, évidemment. Ça paraît une banalité de le dire, mais c'est fondamental. Et un sujet, il doit être clairement identifié. La photo, elle doit raconter une histoire pour être efficace, pour être pertinente. Et donc le sujet ne doit pas être brouillé au milieu de trop de détails. Il faut vraiment le mettre en évidence, que ce soit par la lumière qui est sur lui, par son activité, par ce qu'il est en train de faire. Ça doit être une part importante de la photo. Si évidemment il est en tout petit, tout au fond d'un paysage, on ne le verra pas. Donc le mettre en évidence et éviter qu'il y ait des éléments parasites, que ce soit d'ailleurs à l'arrière-plan ou devant, qui viennent gêner la compréhension de l'image. Donc j'ai tendance à dire qu'une photo efficace, c'est une photo qui reste assez simple, et plus elle est simple, plus elle est percutante. On voit le sujet, on comprend la scène et on comprend ce qui est en train de se passer. Et plus vous avez d'éléments que vous mettez dans l'image, et plus cette image est brouillée. Donc n'hésitez pas à simplifier, essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus épuré possible quand vous cadrez votre photo. Et donc On, on nous pose, Arnaud, une question à ce sujet. Alors, il y a aussi beaucoup de questions techniques. Je ne les retranscris pas tout de suite pour ne pas te couper trop la parole. Je vais les regrouper pour un petit peu plus tard. Et là, il y a une question en rapport avec ce que tu es en train de dire sur le sujet, justement. Est-ce que dans les hébergements, il faut mettre en avant des sujets forcément?
Alors, bien entendu, ça dépend de ce que vous faites, de votre activité. Dans l'hébergement, le sujet, c'est l'appartement, l'hôtel, c'est la pièce que vous cherchez à mettre en valeur. Le sujet, il est tout entier dans la photo. Si vous exercez une activité de loisir, par exemple, euh, le sujet, ça peut être, alors je prends au hasard de la location de kayak, par exemple. Tout simplement, quelqu'un qui est en train de faire du kayak, on montre l'activité, au plus simple, en essayant évidemment que ce soit aussi le plus esthétique possible. Mais voilà, tout va dépendre de votre activité, de ce que vous cherchez à mettre en valeur. Et ce ne sera pas la même chose si vous êtes un restaurant, si vous êtes un hôtel ou un hébergement de vacances ou une activité de loisirs. Évidemment, chacun va raconter sa propre histoire et il faut adapter effectivement ça par rapport à vos besoins. Alors, on nous demande en particulier pour une photo culinaire, comment mettre en évidence le sujet? Alors, le sujet, c'est l'assiette, c'est le plat. Vous cherchez à transmettre une esthétique. Donc, il ne doit pas y avoir grand-chose autour que le plat lui-même, de façon justement à ne pas brouiller le message. Donc, une jolie assiette, une jolie table, cadrée relativement serrée. Le sujet, la recette qui est dans l'assiette et voilà la façon dont c'est présenté. Euh, donc ça c'est pour. Alors ça peut être aussi un plan plus général du restaurant, par exemple, pour voir l'ambiance générale. Ça peut être l'environnement aussi. S'il y a une vue magnifique, évidemment ça vaut le coup de la mettre. Euh, il faut s'adapter. Euh, mais donc, gardez à l'esprit que le sujet, alors si c'est une vue, c'est la vue tout entière. Si c'est le restaurant, il ne doit pas y avoir trop de gens qui passent, par exemple, parce que c'est la pièce qu'on doit voir. Si c'est le plat qui est dans l'assiette, ça doit être vraiment l'assiette qui est le sujet et présenté de la façon la plus simple et la plus esthétique possible. Et pour ça, donc je disais, placez-vous correctement. On a toujours, beaucoup de gens ont tendance à ne pas bouger quand ils prennent une photo. Alors moi, ça me surprend toujours en tant que photographe, mais en fait, leur sujet est devant eux. Eux, ils se disent, tiens, je vais prendre une photo. Ils sortent l'appareil photo et ils prennent la photo. Alors en fait, il y a une autre façon de faire. C'est, vous avez la personne, si c'est une personne par exemple, si votre sujet c'est une personne, vous avez la personne devant vous. Vous sortez votre smartphone et puis vous regardez ce que ça donne. Et puis vous vous dites peut-être, ah, mais là, derrière, j'ai un signe, un panneau pas très esthétique. Par contre, si je me décale un petit peu, le panneau va sortir de l'image. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer tout simplement un petit peu d'un côté, de l'autre. Tout simplement, ça paraît totalement basique, mais je dirais que c'est un des éléments les plus fondamentaux pour réussir des bonnes photos. C'est choisissez là où vous mettez votre sujet et choisissez d'où vous prenez la photo. Et très souvent, ça va vous permettre de simplifier l'image justement, d'enlever de l'image des éléments qui ne sont pas nécessaires. C'est vraiment fondamental. Voilà. C'est tout simple, mais vous verrez que ça peut faire une différence énorme dans la qualité de vos photos. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué, un peu plus difficile, on ne peut pas forcément bouger, changer d'angle, il peut y avoir des choses qui gênent. Mais on peut aussi préparer la scène, parfois c'est nécessaire, enlever des meubles, les bouger, les déplacer, de façon justement, alors si nous on ne peut pas bouger, on peut voilà, créer un décor, ou au contraire enlever des choses qui peuvent être inesthétiques dans l'image. Donc il ne faut pas hésiter à préparer la scène, pas simplement se contenter de ce qu'on a sous les yeux. Réfléchissez toujours en termes de qu'est-ce qui va être le plus joli. Est-ce que quelque chose gêne? Comment je peux améliorer la photo? euh, Voilà, une scène, ça se prépare, une photo, ça se prépare. Donc n'hésitez pas à y réfléchir à l'avance. Prenez votre temps pour prendre la photo. Vous avez maintenant quelque chose qui est extraordinaire avec les smartphones, c'est que vous voyez immédiatement ce que vous avez, la photo que vous aurez, et vous voyez immédiatement le résultat une fois que vous avez pris la photo. Si le résultat n'est pas impeccable, rien ne vous empêche de la recommencer tout de suite en améliorant les choses petit à petit. Voilà, le fait de pouvoir
constater tout de suite le résultat de ce que vous venez de faire. Ça, c'est un progrès extraordinaire. J'ai commencé la photo donc il y a 25 ans, on ne travaillait pas en numérique, c'est-à-dire que je pouvais passer une journée de prise de vue à faire 50 pellicules et je les amenais au labo et je savais le lendemain si mon shooting était réussi ou si jamais il était raté, ce qui peut toujours arriver. Voilà, on n'a Alors, plus ce problème-là. une Et question ça, c'est un grand confort de travail. Ok. Alors Didier dans le chat, souvent les photos de plats avec smartphone sont mal éclairées. Quel matériel d'éclairage additionnel peut-on utiliser pour optimiser la photo? Alors, la lumière est effectivement un point tout à fait essentiel. Euh, Éviter à tout prix les flashs. C'est quelque chose de très compliqué. Euh, Faire une photo esthétique avec un flash, c'est un vrai savoir-faire. Et là, pour le coup, la lumière que donne le flash d'un smartphone est vraiment pas esthétique. Ce sera très rarement joli. Donc, essayez toujours d'avoir un éclairage indirect. L'idéal et le plus esthétique, c'est la lumière du jour. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas assez de lumière. N'hésitez pas, alors évidemment, ça dépend du moment de la journée, et ça c'est très important, j'allais y venir plus tard, mais il est évident qu'il y a beaucoup plus de lumière à 14 heures qu'à 19 heures. Prenez-le en compte. Placez, si, alors, je reprends l'exemple d'un plat, une assiette, la table, déplacez-la juste à côté d'une fenêtre, par exemple, et vous aurez un éclairage naturel qui pourra être très esthétique. Voilà, n'hésitez pas à bouger, c'était dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, préparer la scène. Prenez-la à l'endroit où vous aurez le plus de lumière. Ça peut ne pas être suffisant, et vous pouvez aussi rajouter d'autres lampes. Alors attention aux lampes artificielles, les ampoules que vous utilisez. Ce n'est pas la même température de lumière. Alors c'est un terme un petit peu technique. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière du jour a une tonalité relativement bleutée. La lumière artificielle, donc tout ce qui est ampoule, a une tonalité au contraire beaucoup plus jaune et ça vous donnera vraiment une grosse différence. Alors ça peut être très intéressant et très esthétique aussi de jouer là-dessus, de mixer les deux. Euh, mais attention à ce que ça ne soit pas trop jaune. Et ça, c'est quelque chose qui peut se régler aussi après coup, en post-production. J'y viendrai plus tard. C'est ce qu'on appelle la balance des couleurs. Mais sachez qu'une photo où vous avez une tonalité complètement jaune, la plupart du temps, c'est comme un gros gyrophare qui dit attention, photo amateur. Donc le respect des couleurs est très important. Alors, vous ne pouvez pas jouer directement sur la balance des couleurs depuis les smartphones, pas au moment de la prise de vue en tout cas. Certains proposent ce réglage ensuite, quand vous modifiez les photos. Alors, vous pouvez le faire avec votre téléphone, tout simplement. La plupart des téléphones sont équipés voilà, d'un logiciel interne qui leur permet de traiter les photos, de les modifier, de les améliorer par la suite. Et ça, c'est une étape extrêmement importante du processus et j'y reviendrai plus tard. Mais n'hésitez pas à rajouter de la lumière si c'est nécessaire. Alors, on arrive à la composition, qui était le troisième élément qui constitue une bonne photo. Alors, la composition, qu'est-ce que c'est? Elle est constituée d'abord par le cadrage, c'est-à-dire que comment se place votre sujet dans votre photo? Il est évident qu'il ne doit pas être trop petit, sinon l'information est perdue. On ne peut pas non plus être beaucoup trop proche, ce n'est pas esthétique. Donc voilà, il y a un juste milieu où il ne faut pas laisser trop d'espace autour de votre sujet, de votre scène principale, et il ne faut pas non plus cadrer trop serré, laisser quand même respirer un petit peu. Donc le cadrage, là, c'est un peu une question d'habitude aussi, mais gardez-le à l'esprit au moment où vous faites la photo. Je prends un exemple tout simple. Vous faites tous des photos de vacances, tout simplement, avec des amis, de la famille, avec votre smartphone, et vous prenez votre téléphone, hop, vous regardez dedans, et vous appuyez sur la photo.
Et souvent, alors imaginons qu'il y a deux personnes sur la photo, et souvent, ben, il y a énormément d'espace vide autour des deux personnes. Et la photo n'est pas très percutante. Alors que vous avez la possibilité ben, soit de zoomer dans l'image pour vous rapprocher de votre sujet, soit tout simplement de vous déplacer vous-même. Si vous n'avez pas de zoom, vous pouvez vous avancer ou vous reculer pour adapter le cadrage au sujet que vous prenez en photo. C'est vrai que la plupart des gens ne pensent pas à cet aspect-là et prennent la photo telle qu'elle se présente à l'endroit où ils sont. Donc le cadrage est vraiment important au moment où vous prenez la photo. Alors vous avez deux formats, format paysage, donc horizontal, ou format portrait, c'est-à-dire vertical. Là aussi, il va falloir l'adapter à ce que vous montrez. Si vous faites des photos d'une pièce, par exemple, le format paysage sera beaucoup plus adapté. Vous en montrerez davantage, tout simplement. Il y aura plus une impression d'espace. Si au contraire vous faites un portrait de, voilà, par exemple, d'un collaborateur ou de quelqu'un en train de pratiquer une activité ou en train d'exercer son métier, là vous avez un être humain, donc quelque chose qui est par nature plutôt vertical. Ce sera plus logique de le prendre dans un format portrait, tout simplement parce que vous pourrez l'intégrer davantage dans la photo sans laisser trop d'espace sur les côtés. Si vous étiez en paysage, ben, vous auriez le personnage et puis beaucoup d'espace de chaque côté. Donc voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça, paysage ou portrait, en fonction de vos besoins, mais par contre, adaptez-le au sujet. J'ai parlé juste avant du point utilisez votre zoom ou déplacez-vous. Donc ça, c'est très important. Ne vous contentez pas de prendre la photo à l'endroit où vous êtes. Cherchez, si vous pouvez avoir un meilleur point de vue, un meilleur cadrage. Donc changez de point de vue, déplacez-vous. N'hésitez pas également à prendre des points de vue inhabituels. Pourquoi pas au ras du sol? Pourquoi pas en hauteur? C'est souvent intéressant de changer de point de vue, changer de cadre, changer d'angle. Alors, à pratiquer avec modération. Encore faut-il que le résultat soit esthétique, mais souvent ça donne un petit plus, quelque chose d'inattendu. Et en tant que photographe, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter. Ne vous contentez pas de faire les choses juste à hauteur d'œil parce que c'est ce qui est le plus naturel. Vous pouvez aussi donc prendre, vraiment varier les hauteurs et vous verrez que ça change énormément vos photos. Voilà, vraiment, c'est quelque chose de tout simple là aussi, mais vous aurez un point de vue qui ne sera pas le même que celui de la plupart des gens. Alors, on a quelques questions peut-être sur Oui. le cadrage. Alors, en vrac, hein, Sabine nous demande de comment prendre une belle photo d'un plat au-dessus de l'assiette, donc du haut ou à côté. On a aussi une question sur le smartphone. J'ai plusieurs choix de cadre de caméra, 4 tiers, 16 neuvième ou plein écran. Donc, quel est le meilleur choix? Et puis, Marie-Pierre nous demande aussi, y a-t-il un cadre de choix pour des photos de pièces? Alors, je vais essayer de reprendre les trois questions. Pour une photo de plat, vous serez toujours, allez, on va dire, entre 20-30 degrés au-dessus de votre plat. Ce ne serait pas très esthétique, à moins que ce soit un parti pris. Et rien n'est exclu, c'est-à-dire que les règles sont faites pour être brisées, mais à une condition, c'est de les maîtriser, donc que ce soit volontaire. Mais c'est vrai que prendre une assiette pile en haut, ce ne sera pas forcément le plus esthétique. Donc le mieux, c'est de se mettre légèrement au-dessus de la table et d'avoir une vue plutôt légèrement en plongée. La deuxième question, c'était… Sur le choix 16 neuvième, 4 tiers ou autre. D'accord. Alors, 16 neuvième, 4 tiers, 2 tiers, il n'y a pas vraiment de règles. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. C'est vrai que quand je fais des photos avec un smartphone, et ça c'est un type de photographe, mais du fait que ce soit en 4 tiers plutôt qu'en 24-36, c'est-à-dire en 2 tiers, on identifie immédiatement le fait que ce soit fait avec un smartphone. Et donc en fait, quand je fais des photos au smartphone, je les passe systématiquement
en format 24-36, donc un petit peu plus étroit, qui est le format traditionnel de la photo. Et là, honnêtement, on ne peut plus faire la différence si l'appareil est suffisamment bon. Mais c'est purement personnel et ça, c'est une petite chose que je pratique moi, mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire une très belle photo en 4 tiers aussi. Ça peut D'accord. être intéressant d'avoir un panoramique. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, une base nautique, et ben pourquoi pas montrer quelque chose qui montre tout l'espace, la nature, les installations. Vous avez tout sur une photo. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle par rapport à ça. Ça dépend de l'usage dont vous aurez besoin. Et la troisième question, c'était, si je me Il y en a souviens bien, d'autres arrivés à la suite d'ailleurs qui rejoignent cette troisième question. Donc, oui, pour les grouper, en gros, c'est quand on a une pièce à photographier, quel est voilà. le meilleur angle et surtout quand on n'a pas de recul et que le sujet est et la pièce, comment la mettre en valeur. Alors, il y a effectivement une règle importante à garder à l'esprit quand vous faites des photos voilà, de pièces, des photos immobilières, des photos de lieux. C'est d'avoir l'appareil relativement bas, je dirais un petit peu au-dessus de la hanche en fait. En fait, si vous le prenez à hauteur d'œil, ça ne va pas être très esthétique pour une raison toute simple, c'est que vous allez avoir une grande partie de plafond et très peu de sol. Et là, le plafond est évidemment la partie la moins intéressante de la pièce. Et donc, le fait de baisser votre appareil va vous donner quelque chose de beaucoup plus équilibré au niveau justement de la composition. Et la règle de base à garder à l'esprit, c'est globalement à peu près la même quantité de sol et de plafond. Et là, vous aurez quelque chose qui est en général beaucoup plus esthétique pour tout ce qui est immobilier, pièces, hôtels, restaurants, chambres d'hôtes. Et avec un petit plus, un petit détail à garder en plus à l'esprit, qui est que donc vous devez baisser votre appareil un petit peu, mais vous devez aussi le garder parfaitement droit par rapport au mur. Je m'explique. Si vous inclinez l'appareil vers le bas ou vers le haut, vous allez avoir des lignes fuyantes qui ne sont pas du tout esthétiques. Le fait d'avoir l'appareil vraiment sur le même plan que le mur que vous avez en face, ça vous permet d'avoir des lignes verticales qui sont bien verticales. Et là encore, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre la perception d'une photo amateur et une photo professionnelle. Et une fois que vous avez compris ça, ben, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire attention à comment vous placez votre appareil. Mais dès que vous avez la moindre inclinaison, soit vers le bas ou vers le haut, ou sur le côté, ou d'un côté et de l'autre, là, vous aurez des lignes qui partiront dans tous les sens et ce sera beaucoup moins esthétique. Le fait d'être vraiment rigoureux par rapport à ça, vous aurez quelque chose de beaucoup, beaucoup plus joli. Et une question particulière sur les miroirs. Comment on fait pour le problème du reflet? Alors là, il n'y a pas de secret, il ne faut pas se mettre devant. Donc, si vous avez quelque chose à prendre, une pièce où vous avez un miroir, là, il y a une seule chose à faire, c'est la prendre en vous mettant sur le côté. Vous ne pouvez pas prendre une vue frontale. Vous prenez deux, trois quarts, de façon à ne pas apparaître dans le miroir. Alors, ce n'est pas forcément évident. On n'a pas toujours l'espace nécessaire. Quelqu'un a mentionné, je crois, justement, le fait dans un studio, par exemple, de ne pas avoir beaucoup de recul. Je ne vous cache pas que c'est un problème auquel je suis confronté tous les jours. Je n'ai jamais assez de recul. Mais d'où l'importance, si vous pouvez, d'avoir un appareil photo qui vous permet aussi d'avoir un grand angle. Alors attention quand même à l'effet grand angle un peu trop extrême. C'est bien d'en jouer un petit peu, mais si vous arrivez à quelque chose qui ressemble à un 20 mm ou vraiment un grand angle extrême, là d'une part votre sujet du coup il va être perdu au milieu de l'image, et d'autre part, vous allez augmenter ce problème de lignes fuyantes et qui ne sont pas forcément droites. Ça va vraiment accentuer. Plus vous êtes vers le grand angle, plus ce problème est prépondérant. Donc, vous devez être particulièrement attentif à tenir l'appareil aussi droit que possible.
Et puis, attention aussi à une chose, c'est que si vous êtes au grand angle dans un studio, il ne faudrait pas non plus que votre studio ressemble au château de Versailles, parce que les gens pourraient être surpris en arrivant. Donc, il faut rester évidemment fidèle autant que possible au lieu que vous photographiez. Alors, ça me fait revenir sur une question qui a été posée précédemment par Didier. En général, nous faisons la table d'hôte le soir. Non, je me trompe de question, pardon. Je l'ai plus sous les yeux. C'était une personne en gros qui disait que dans son gîte, elle avait une table, elle ne propose pas les repas, mais elle avait une mise en scène où elle mettait la vaisselle du gîte sur la table. Est-ce que c'est des choses à faire? Est-ce qu'il faut faire très attention justement à ne pas induire en erreur et à ne pas laisser penser les personnes, les clients, qu'il y aura une prestation qui n'existe pas? On a tendance souvent à valoriser un petit peu son hébergement, à faire en sorte que les pièces apparaissent plus grandes que ce qu'elles sont, à faire en sorte qu'il y ait une mise en scène avec de la déco florale. Est-ce que du coup, c'est bien, même s'il n'y a pas vraiment les fleurs quand on accueille son client? C'est un danger, il faut faire attention. C'est très bien de faire des photos d'ambiance, d'amener un petit peu de soin au décor, aux détails, mais il faut que ce soit fidèle à ce que vous faites. Effectivement, ce serait très embêtant de proposer des choses qui laisseraient, de montrer des photos qui laisseraient penser que, dans le cas présent de cet exemple précis, que des repas peuvent être servis sur place alors que ça n'est pas le cas. Donc là, j'aurais tendance à ne pas mettre cette photo-là, par exemple, ne pas mettre l'accent là-dessus. Ça peut induire les gens en erreur. Et donc, on parlait tout à l'heure du fait de raconter une histoire. Mais attention à ce que vous racontez. Il faut que ce soit cohérent, bien sûr. Donc, n'en faites pas trop non plus. C'est un danger. Voilà. Il faut faire attention avec ça. Ok, je garde d'autres questions pour plus tard, je te laisse continuer. Voilà. Donc, j'arrive au point suivant qui est multiplier les prises de vue. Je vous donne un exemple concret. Quand je fais un shooting professionnel, je vais faire, alors suivant les cas, hein, c'est totalement variable, mais pour un appartement ou pour un gîte, par exemple, je vais peut-être prendre 200 photos, sachant que je vais en donner 20 au final à mon client. Il n'y a pas de honte à faire beaucoup de photos. Au contraire. Alors, la seule chose à garder à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas de faire plein de photos en espérant qu'il y en ait une bonne au final. Il s'agit d'essayer plein de choses et essayer d'avoir le maximum de bonnes photos pour pouvoir vraiment se concentrer sur les meilleures que vous avez faites. Donc vraiment, je n'insisterai jamais assez sur ce point. Essayez beaucoup de choses, différents points de vue, différentes focales, différentes lumières. Passez-y le plus de temps possible. Je vois que Siri se réveille. Voilà, je l'éteins. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire plein de photos et ensuite soyez extrêmement exigeant. Posez-vous toujours la question, essayez de prendre un peu de recul par rapport à la photo que vous avez faite. Si c'était la photo d'un concurrent, qu'est-ce que vous en penseriez? Quelqu'un qui est dans la même activité que vous, est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir? Est-ce qu'en voyant la photo, vous vous dites wow, c'est beau, ou alors ça a l'air vraiment sympa, ou tiens, ça donne envie d'essayer, ou c'est passionnant? Voilà, quel que soit votre domaine d'activité, essayez de prendre du recul par rapport à vos photos et vraiment soyez exigeant. Je vous raconte une petite anecdote qui date d'il y a très très longtemps. J'ai commencé la photo donc un peu par hasard. J'habitais à Los Angeles à l'époque. Euh, je ne faisais pas de photos à l'époque du tout, mais je m'intéressais à ça, mais pas du tout à un niveau professionnel. Je suis arrivé à Los Angeles, j'ai une amie qui savait que je m'intéressais à la photo, qui avait elle-même un ami qui était photographe. Donc, très gentiment, elle nous a fait nous rencontrer, on a bien sympathisé. Et donc, je lui explique effectivement, bah, ça m'intéresserait d'apprendre auprès de lui, de lui servir d'assistant éventuellement, de voir comment il faisait. Il était tout à fait réceptif. Et donc, il m'a demandé de lui montrer ce que je faisais. Et je lui ai montré une sélection de quelques photos dont j'étais plutôt fier, que j'avais réalisées avec mon appareil, tout ce qu'il y a de plus lambda. Et il a regardé ça,
sans un mot, et il m'a dit: «Pourquoi est-ce que tu me montres tout ça?» Alors c'était absolument glaçant. J'ai compris tout de suite que dans son esprit, ça voulait dire que c'était nul. Et je dois dire que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Pour une raison très simple, et il me l'a expliqué, c'est, il m'a dit par la suite, sois plus exigeant que n'importe n'importe lequel de tes clients. Sois plus exigeant avec toi-même. Donc, sélectionne, ne montre que le meilleur. À votre niveau, c'est la même chose. Vous n'êtes pas photographe professionnel, bien sûr, mais vous allez essayer d'avoir les meilleures images possibles. N'hésitez pas à en faire plein, à restreindre le choix et ne gardez vraiment que les meilleurs. Ça, c'est absolument fondamental. Alors Arnaud, je reviens un petit peu sur la diapo précédente où on parlait des miroirs. Là, il y a une personne qui nous dit, OK, pas se mettre devant un miroir, mais quand on a des encadrements avec des sous-verts, par exemple, comment est-ce qu'on peut essayer de les mettre en valeur? Et puis aussi des personnes qui nous demandent de préciser cette règle des tiers. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la règle des tiers, c'est vrai, on est passé, je suis passé un peu vite sur cette diapo. La règle des tiers, imaginez que dans votre photo, vous avez donc un rectangle dans un sens ou dans l'autre. Vous allez la diviser en trois cases dans un sens, trois cases dans l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir deux lignes au milieu, verticales, et deux lignes horizontales. La règle des tiers, elle dit qu'il est plus intéressant au niveau de la composition de placer votre sujet soit à un des points d'intersection de ces lignes, soit sur une de ces lignes. Euh, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais donc, par exemple, si vous avez, j'essaie de trouver un exemple concret, si vous avez une photo horizontale avec un personnage en train de travailler avec un décor, en train de pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, la règle des tiers, idéalement, elle dit qu'il faudrait mettre le personnage sur un des tiers de l'image. Donc là, on est sur une ligne verticale puisque c'est un homme ou une femme. La règle des tiers, c'est ça. Si vous avez un horizon, par exemple, donc horizontal, vous allez a priori le mettre sur l'horizon entre la mer et le ciel, vous allez le mettre sur la ligne, la ligne inférieure. Voilà. C'est plus rare de le mettre sur la ligne supérieure et d'avoir un tout petit bout de ciel et un grand bout de mer. Voilà. Mais vous allez essayer de le placer à cet endroit-là. C'est plus harmonieux pour l'œil, d'une manière générale. Mais encore une fois, il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire que si vous prenez un personnage en plan relativement serré, bah évidemment, ça n'a pas de sens de le mettre sur le tiers de l'image et qu'il soit tout serré d'un côté et qu'il y ait beaucoup d'espace de l'autre. Donc, j'aurais tendance à dire c'est une règle qui est plus à utiliser dans des scènes prises d'un petit peu plus loin ou des paysages ou une pièce, effectivement. Mais en tout cas, voilà, quelque chose, un plan un peu plus général. Si vous avez un sujet précis, que ce soit un objet, que ce soit un élément de décoration, que ce soit un personnage, là, vous allez vous adapter et c'est plus logique de le mettre au centre de l'image. Voilà pour la règle des tiers. J'espère que ça a répondu à la question. Merci. Et pour donc les cadres avec des sous-verts? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, les cadres avec les sous-verts. Alors, donc, la question, en fait, c'est, tu disais tout à l'heure, de ne pas se mettre devant un miroir pour ne pas se voir sur la Ouais. photo. Parfois, le verre reflète aussi. Est-ce que donc il y a des techniques pour éviter ça ou pas? Alors, malheureusement, je dirais, il n'y a pas de recette miracle, hein. Et je peux être confronté moi-même dans un shooting professionnel à une pièce où ça va être un cauchemar à prendre en photo parce qu'il y a des reflets partout. Certains lieux sont particulièrement difficiles. Et puis parfois, bah, c'est juste pas possible. Dans des cas extrêmes, hein. Je veux dire, honnêtement, j'ai jamais été bloqué par des photos, mais je vais devoir choisir certains points de vue pour vraiment sortir de l'image. C'est une question d'angle. En tout cas, il faut jamais être face à un miroir de façon évidente. Et ben, il ne faut pas hésiter à expérimenter un peu, vous mettre d'un côté, de l'autre, tourner autour de la pièce pour voir ce qui est le moins gênant.
Et dans certains cas, ben, c'est quasi inévitable qu'on voit une toute petite partie. Bon, parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est un cas de figure vraiment particulier. Ok, je te laisse continuer. Donc, j'en arrive à soigner les détails. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais il ne faut pas hésiter à mettre en scène. Alors, avec la réserve qu'on a abordée, c'est-à-dire ne mettez pas en scène quelque chose qui ne correspond pas à votre activité. Il ne s'agit pas d'induire des clients potentiels en erreur. Mais par contre, rien ne vous empêche, si vous êtes une maison d'hôte, par exemple, de montrer une belle table avec justement voilà, une table bien préparée, un beau plat, fumant en assiette. Si ça correspond à votre activité, n'hésitez pas, faites-le. Faites un plat préparé spécialement pour l'occasion, il vaut mieux. Et acheter une bonne bouteille de vin, par exemple. Voilà, ça peut donner avec deux verres plutôt remplis que vides pour donner un peu de chaleur. Mais voilà, n'hésitez pas à rajouter des choses en restant voilà, toujours dans la sincérité, on va dire, par rapport à votre activité. Mais il n'y a aucun mal à rajouter des choses. Ne vous contentez pas de ce que vous avez sous les yeux. Si vous pouvez l'améliorer, n'hésitez pas. Il n'y a aucun mal à ça. De la même façon, pour toute une activité, tout ce qui est activité de loisirs, par exemple, hein, ou activité artisanale, pourquoi pas, n'hésitez pas à utiliser des figurants. Si vous avez votre belle-sœur ou un ami qui passe par là, s'ils sont d'accord, ils peuvent jouer des clients. On n'est pas forcément obligé de les voir. Ils peuvent être de dos, par exemple, de façon à ne pas être identifiable. Mais c'est toujours intéressant de montrer une interaction, quelque chose qui est en train de se passer, un contact humain, une histoire autour de ça. Donc, utiliser des figurants, c'est toujours intéressant, ça apporte un plus à vos photos. Et puis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi, choisir le bon moment pour la lumière, c'est fondamental. Ça dépend évidemment de ce que vous voulez montrer, mais clairement, la lumière du matin, la lumière à 14 heures ou la lumière à un beau coucher de soleil, c'est pas du tout la même lumière. Donc, il faut choisir une lumière qui soit adaptée à ce que vous cherchez à mettre en valeur. Alors, quand on parle de photos en intérieur, on va quand même être pas mal limité à ce niveau-là parce que la plupart du temps, il ne faut pas se cacher, c'est sombre. Donc, plus vous aurez de lumière, mieux c'est. Par contre, ça peut être intéressant, imaginons par exemple un groupe de touristes qui sont en train de prendre l'apéro avec un magnifique coucher de soleil dans le cadre qui est le vôtre. Là, évidemment, il faudra le faire à un moment où la lumière est la plus jolie. Donc, plutôt que de prendre ça en pleine journée où il y aura énormément de contraste, cette scène, vous la prenez plutôt avec une belle lumière chaude et douce de fin de journée. Donc, n'hésitez pas à planifier ça. Il peut aussi y avoir, en fonction de l'heure du jour, un phénomène qui est que le soleil tourne et donc la lumière n'arrive pas partout de la même façon à chaque heure du jour. Donc, n'hésitez pas également à le prendre en compte. Vous pouvez être à l'ombre d'un bâtiment ou d'une montagne. Attendez l'après-midi plutôt que de le faire le matin si vous avez plus de lumière. Voilà, ça c'est très important et il faut un petit peu le planifier, il faut y réfléchir. Donc, d'une manière générale, soignez vraiment les détails. Pensez à vos photos avant de les faire. Réfléchissez à ce dont vous pouvez avoir besoin, s'il faut éventuellement acheter des choses pourquoi pas. On parle d'un petit budget, quelque chose. Il ne s'agit pas de refaire une déco, mais voilà, des petites choses qui peuvent apporter un plus dans l'image, n'hésitez pas. Alors, en rapport à ça, donc deux questions. Sabine souhaite savoir, donc si on prend un morceau de paysage sur la photo avec une personne, souvent la personne n'est pas bien reconnue sur la photo, comment l'améliorer? Alors, ça dépend si la personne est loin ou pas. Alors, comment l'améliorer? Je ne suis pas sûr de saisir tout à fait euh, la question dans le sens où soit on la voit assez, soit on ne la voit pas assez. Si on ne la voit pas assez, c'est qu'elle est trop loin. Donc j'aurais tendance à dire, si on peut l'améliorer, c'est que peut-être il faut se rapprocher ou
avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. Là, on ne parle pas évidemment de changer les gens physiquement, même si ça se fait dans toutes les photos. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les magazines est retouché. Il n'y a pas une photo qui ne le soit pas. Mais là, évidemment, on ne parle pas de ça. Donc on est plus sur la préparation de la photo que sur le travail de technique de la photo par elle-même. Et on a une question qui avait été Alors, posée tout à l'heure. juste, je reviens quand même sur ce que je viens de dire. Si vous utilisez des figurants, bien sûr, vous pouvez améliorer les choses en ayant une chemise impeccablement repassée, une veste où il n'y a pas des peluches partout, une jolie coiffure, un beau maquillage. Donc là, oui, avant, il y a évidemment la nécessité de se présenter au mieux, que ce soit vous ou quelqu'un qui joue un rôle. Ça, effectivement, ça se prépare. Comme dans le cadre d'un shooting photo que je ferai à mon studio. Dans certains cas, je vais avoir une coiffeuse, une maquilleuse, ensuite je joue sur la lumière. Voilà, c'est la même démarche. Donc, en ce sens-là, oui, on peut améliorer les choses, mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir un maquillage professionnel ou un coiffeur à domicile. Donc, une question qui avait été posée tout à l'heure par Eric, qui rejoint peut-être un petit peu ça, les couleurs d'origine. Comment est-ce qu'on fait pour respecter les couleurs d'origine? Est-ce que justement le choix du timing, du moment de la journée où on prend la photo est important? Alors, avec un smartphone, j'ai tendance à dire que les couleurs d'origine, c'est un problème assez insoluble. Et c'est en ça d'ailleurs qu'un appareil photo pro, un boîtier professionnel est beaucoup plus performant. Alors, ce n'est pas très grave non plus, sachant que vous n'allez pas faire un shooting de catalogue avec un smartphone où vous avez besoin d'un respect des couleurs absolu. Ce qui compte, c'est est-ce que la photo est jolie ou pas. Si ce n'est pas très fidèle au niveau des couleurs, finalement, quelle importance? Ce qui compte, c'est vraiment que le résultat final soit joli. Et d'un smartphone à l'autre, vous pouvez vous mettre 3 personnes avec 3 smartphones différentes qui prennent la même scène et vous aurez 3 rendus complètement différents. Donc franchement, ne vous attachez pas à ça, il n'y a rien à faire. Voilà, il suffit simplement que vous soyez satisfait du résultat. Il n'y a pas à chercher une fidélité. Donc, on a fait un peu les deux tiers du temps là, de l'atelier. Je te laisse continuer à dérouler et D'accord. je continue à regrouper les questions pour plus tard. Alors là, donc, je reviens là-dessus, du général au particulier. Une petite mise en pratique. Dans le cas, puisque vous êtes très nombreux à être dans l'hébergement, j'ai pris un travail pratique sur ce domaine-là, donc d'un très bel appartement, donc loué voilà, c'est la location de vacances, avec une très jolie déco. Ça avait été bien préparé le jour où je l'avais fait. Alors, je tiens à vous préciser que ces photos, je ne les ai pas faites avec un iPhone. Pour une raison relativement simple, c'est qu'en tant que photographe professionnel, c'est rarissime évidemment que je fasse des photos avec un iPhone. Donc c'est pour ça que je vous donne plus des principes. Là, ce que je vais vous donner en vous montrant ces exemples, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur dans un lieu. Donc la première chose, c'est évidemment donc la pièce. Là ou les pièces, de avoir une vue générale. Ce qui est très important également, c'est d'identifier les différents espaces. Donc là, par exemple, dans cet appartement, ce n'était pas un appartement très grand, mais très agréable. Il y avait donc un salon, une belle chambre à coucher, 2 espaces vraiment très distincts, une cuisine. Donc là, on est dans le général, les différents espaces de l'appartement, et là, on arrive au particulier. Alors, vous noterez que tous les éléments que je vous montre à partir de là, en fait, on les voit. La bouteille, elle est tout au bout de la pièce sur la table, si vous voyez. Mais là, je fais un détail dessus qui amène une ambiance. Ils avaient dressé une jolie table, c'était raffiné, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la mise en scène. Et là-dessus, voilà, je vais essayer dans ce lieu de m'attacher à quelques détails qui apportent leur personnalité au lieu, qui font qu'il y a un petit quelque chose en plus.
que c'est soigné, délicat, raffiné. Donc là, je trouve que j'ai beaucoup aimé cette vue avec la lumière naturelle sur ça. Il y avait un autre élément très joli avec ce vase et cette composition. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du général et du particulier en identifiant bien les espaces distincts de chaque pièce. Là encore, on avait un détail dans la salle de bain, c'était quand même quelque chose d'assez hors du commun, c'est vraiment raffiné. Il ne faut pas hésiter à le mettre en valeur. Tout ce qui peut apporter un plus dans ce que vous montrez, évidemment, ben, n'hésitez pas, c'est ce qui fait votre spécificité. Alors, ne pas s'arrêter là. Ça, c'est en admettant que vous ayez fait votre séance de prise de vue. Alors, Arnaud, avant de passer du coup sur le traitement des photos, juste deux dernières questions peut-être sur la technique, enfin sur la composition et la lumière. Vincent nous demandait si, comme on le voit d'ailleurs sur ton écran pendant la visio, les lumières doivent être allumées pour animer une pièce ou rendre plus chaleureuse et vivante une pièce, même en plein jour. Alors, j'aurais tendance à dire, s'il y a assez de lumière, n'allumez pas des lumières artificielles. Sachant qu'à partir du moment, psychologiquement, à partir du moment où on voit une lumière allumée dans une pièce, on se dit, ah tiens, c'est un peu sombre, ils ont besoin d'allumer. Voilà. Sauf que parfois, vous n'avez pas le choix parce que c'est trop sombre. Donc, dans ce cas, allez-y. Voilà. Mais si c'est possible de s'en passer, moi, je préfère rester sur de la lumière naturelle. On a quelque chose de plus doux, de plus qualitatif. Et pour les photos extérieures ou intérieures, donc quels sont les moments, les meilleurs moments de la journée? Alors, si vous êtes en intérieur, privilégiez le maximum de lumière à l'extérieur. Donc, on est entre midi et 14 heures. Ou alors, en fin de journée, quand il y a un rayon de soleil qui passe à travers une fenêtre, par exemple. Ça peut être très beau. Donc, en fonction de ça, vous choisissez le meilleur moment. Si vous êtes en extérieur, par contre, à l'inverse, vous allez éviter ce moment-là de la journée parce que c'est le moment où la lumière est la plus brutale. Vous avez des contrastes très forts qui vont totalement disparaître tôt le matin ou en fin de journée quand vous avez une lumière plus rasante qui sera toujours beaucoup plus esthétique. Alors, on n'a pas toujours le choix, parfois on est obligé de le faire en pleine journée, mais voilà, si vous avez le choix, ne prenez pas quelqu'un en plein soleil, sous le cagnard, où il va cligner des yeux, il va avoir des ombres monstrueuses, voilà, des sourcils qui vont lui cacher les yeux avec l'ombre. Ce n'est pas le meilleur moment pour ça, par exemple. Donc, je parlais de l'importance de la post-production. Toutes les photos que je vous montre, sans exception, ont toutes été retravaillées. Alors, moi, je le fais avec des outils professionnels, c'est-à-dire Lightroom. C'est un outil incontournable pour un photographe professionnel. Beaucoup de gens amateurs l'utilisent aussi. C'est tout à fait accessible. C'est quelque chose qui peut être intéressant à maîtriser. Mais c'est quand même quelque chose qui demande de s'investir, un apprentissage, et c'est pas simple, à moins que vous ayez vraiment une passion pour ce genre de choses. Mais vous pouvez déjà le faire avec votre smartphone. La plupart du temps, vous pouvez retravailler les photos. N'hésitez pas. Une fois que vous avez fait votre sélection de vos meilleures photos, eh bien, essayez de les améliorer encore un petit peu en allant dans les réglages de l'appareil, en jouant sur l'exposition, en éclaircissant un peu les ombres, en jouant sur la brillance. Vous avez tous les smartphones ont ces possibilités. Vous connaissez certainement les filtres pour les selfies, mais il y a plein d'autres choses aussi. Explorez tout ça et vous verrez qu'à partir d'une bonne photo, vous pouvez encore l'améliorer et faire quelque chose de nettement supérieur en jouant sur voilà, les différentes, un peu moins de contraste, un peu plus de luminosité dans les ombres, un peu plus de saturation. Voilà, il y a plein de choses à faire et ça, par contre, chaque smartphone est unique, donc il faut l'explorer, mais surtout, ne faites pas l'impasse sur cette partie-là. Et donc, les différents outils, bah, ce sont voilà, ce dont je vous parlais, c'est soit Lightroom, soit Photoshop, si vous connaissez déjà. Quoique c'est moins efficace pour traiter les photos, je l'utilise plus pour de la retouche pure. Et sinon, bah, c'est les appareils photo. Vous avez tous une option par rapport à ça. Ils sont tous capables de faire des choses et des merveilles par rapport à ça. On nous avait Je- posé
Aussi là, une question dans la post-production sur la taille des photos. C'est une question qui avait été posée au début du webinaire par rapport au web notamment, Oui. pour que la photo soit efficace en termes de poids, de rapidité. Est-ce qu'il y a des normes? Alors on sait que certaines plateformes de réservation notamment donnent des indications et n'acceptent que les photos, par exemple, entre 1 et 2 mégas, pas en dessous, pas au-dessus. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'il faut réagir en termes de pixels ou en termes de poids de la photo? Et donc, avec Alors, les outils? oui, j'aurais tendance à dire les deux. En termes de pixels, parce que si vous n'avez pas assez de résolution, bah, vous n'aurez pas une très bonne qualité. Euh, voilà, il faut une résolution suffisante. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une fois que vous avez une résolution suffisante, vous pouvez réduire ensuite le poids de l'appareil, le poids du fichier, pardon, en jouant sur la compression. Alors attention à ne pas la baisser trop non plus. En dessous, sur les JPEG, vous avez de 0 à 12. J'aurais tendance à dire que jusqu'à 9, c'est tout à fait correct. Si vous pouvez baisser jusqu'à 9 si ça vous permet de descendre à un poids acceptable pour la plateforme, mais si vous avez la possibilité, gardez toujours la qualité maximale. Et parfois, les photos vont être au contraire trop lourdes et il faut les redimensionner. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, il faut pouvoir le faire avec un logiciel de traitement d'image. Il y en a qui sont gratuits, il y a plein de choses, plein de logiciels qui existent à ce niveau-là. Sinon, c'est du Photoshop, c'est du Lightroom, c'est des choses comme ça. Mais effectivement, pour du web, on n'a pas besoin de la même qualité que pour de l'impression, comme je le disais au début du webinaire. Donc, je vais passer assez rapidement sur ça parce que j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, n'hésitez pas à scénariser ce que vous montrez. Préparez votre prise de vue à l'avance. Pensez en termes de série, c'est-à-dire que vous n'allez pas montrer, vous n'allez pas prendre qu'une photo, a priori, vous allez prendre une série de photos. Et donc, pensez à l'histoire que vous allez raconter avec cette série de photos, un petit peu comme je disais tout à l'heure, en passant du plus général au plus particulier. Donc, alterner des photos descriptives, des photos d'ambiance. Essayez d'introduire de la vie dans vos photos si vous avez des personnages, suivant l'activité, bien entendu, hein, encore, mais ça peut être bien. Et voilà, couvrez tout le spectre, depuis le plus général jusqu'au plus détaillé. Un petit cas pratique, on va le faire assez rapidement. C'est un shooting photo qui peut être un studio A7 que j'ai fait, donc qui va être loué pour Airbnb. C'est tout récent, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Alors, celles-ci n'ont pas été faites avec un smartphone, encore une fois, mais ça vous montrera bien la problématique à laquelle vous pouvez être confronté, qui est celle à laquelle j'ai dû faire face moi. Donc, on a un tout petit studio. Donc là, j'étais au grand angle, j'étais obligé identifier les espaces, les différents espaces. Donc, une pièce principale. Hein, il y avait c'est un studio avec une chambre séparée, mais ça fait 25 mètres carrés en tout. Donc, une première photo d'ambiance, une autre photo générale qui montre un autre point de vue. On voit une ouverture vers une salle de bain. Euh, une photo plus précise d'un espace différent qui est la cuisine. C'est intéressant de pouvoir l'identifier en tant que tel. La chambre, bien sûr. Là, vous voyez, on avait rajouté quelques petits accessoires, histoire de donner une impression généreuse, plus chaleureuse. La salle de bain. Et puis, des détails. Donc là, on avait une déco qui était vraiment très soignée, ça valait le coup de la mettre en valeur. Voilà, donc un détail du marbre dans la douche, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence par rapport à certaines salles de bain qui sont pas forcément aussi jolies. Voilà, j'avais préparé un plateau pour le petit déjeuner, voilà, pour montrer l'accueil, le côté chaleureux. Là, le client a insisté aussi beaucoup sur la machine à café, le fait qu'il y ait des friandises, plein de petites choses en plus. Voilà, un endroit où on se sent bien. Et puis, il insistait aussi beaucoup sur le fait qu'il y avait Netflix. Il fallait le mettre en avant, donc on fait une photo autour de ça. Voilà, en fonction de vos besoins, en fonction des options possibles, évidemment, bah, vous vous adaptez. Mais là, on a montré à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Et il se trouve qu'en sortant de l'appartement, eh ben, il y a cette fresque juste devant. Ça fait partie de l'environnement. Ce n'est pas l'appartement lui-même, mais ça montre le cadre de vie. Alors, pour info, cette photo a été faite avec un smartphone. J'avais rangé tout mon appareil.
Et je suis sorti, j'avais mon sac de 20 kilos sur le dos, pas du tout envie de tout ressortir. J'avais mon smartphone dans ma poche, j'ai fait la photo, elle est de la même qualité que le reste. Euh, voilà, c'était vite fait, mais on arrive à un bon résultat et ça permet de montrer l'environnement aussi. Et pour vous montrer à quel point on peut faire des belles photos avec un smartphone, enfin j'espère que vous les trouverez belles, mais en tout cas voilà, là pour le coup tout ce que je vous montre là sont des photos réalisées avec un smartphone. Là pour le coup on était pour illustrer un bar. Voilà, c'est un smartphone, ça permet vraiment une bonne qualité. Euh, voilà, c'était pourtant un endroit très sombre. Là, c'est en jouant en ajustant la, l'exposition, eh ben, j'ai pu vraiment mettre en valeur les lumières que je souhaitais, le côté cosy, un petit peu sombre. Photo faite avec un smartphone, là aussi. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a du travail derrière. Et là, il y a une certaine expertise. Vous n'avez pas ce résultat en sortant directement avec les photos. Je suis photographe professionnel, donc c'est mon plaisir de retravailler aussi les photos, de les amener à leur meilleur niveau. Mais voilà, la prise de vue de base a été faite avec un smartphone. Là, il n'y a il y a pas de travail derrière sur une photo comme ça. C'est juste le bon moment, la belle lumière. Il faut être là au bon moment. Voilà, même chose, un très joli crépuscule à Avignon, c'est du smartphone. Donc, on Là nous aussi. repose une question technique sur l'angle quand on n'a pas de, de grand angle. Comment on peut faire? À part s'éloigner, il n'y a pas de solution. Parfois, on est bloqué. Ça dépend vraiment du sujet, mais si on ne peut pas prendre la photo parce qu'on est trop près, ben, il faut la prendre différemment. Ça m'arrive par exemple d'ouvrir une fenêtre et de prendre de l'extérieur si j'ai pas assez de recul dans la pièce. Voilà, on peut tricher un petit peu, mais si on n'a pas de grand angle, ben, parfois on est un peu limité. Et bah, dans ce cas, j'aurais tendance à vous dire, achetez un smartphone si vous avez vraiment ce besoin-là. Achetez un smartphone avec un grand angle, ça vous sera très utile. Alors, Voilà, donc voilà, c'était pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec un smartphone. Là, pour le coup, toutes les dernières, c'était avec ce que j'ai dans la poche, tout alors, simplement. les photos sont superbes et j'en profite pour répondre à plusieurs personnes qui peut-être regrettaient qu'il n'y ait pas assez de visuels. C'est pas évident parce qu'on a voulu être souple dans ce webinaire et pouvoir interagir avec vos questions. Donc, on n'a pas forcément sous la main au moment où il faut l'illustration qui permet d'apporter la réponse. On a essayé quand même de répondre à pratiquement toutes vos questions. J'en vois encore une qui est arrivée là. Mes photos ne sont pas toujours acceptées sur le site du CNT qui demande une réduction de celle-ci. Donc, vous avez, Arnaud vous a parlé un petit peu des logiciels. Dans Aperçu, vous avez aussi outils et la possibilité de modifier la taille de vos photos, même sans aucun logiciel. Et puis, je voulais aussi réagir sur une photo qu'on a vue tout à l'heure où Arnaud montrait une fresque en trompe-l'œil à l'extérieur. Souvent, les propriétaires de logements montrent l'intérieur et pas forcément la vue qu'on a depuis le logement. N'oubliez pas que c'est aussi un critère de choix essentiel pour les clients. Je crois qu'on arrive là à la fin du webinaire. Il reste 5 minutes. Alors, le deal avec Arnaud, bien sûr, c'est gratuit, cette présentation. Et merci beaucoup, Arnaud, parce qu'on a récupéré pas mal d'infos. Le deal avec Arnaud, donc, c'est qu'il vient donner son savoir-faire, mais il a aussi, bien sûr, son offre de photographie. Donc, ceux d'entre vous qui seraient intéressés, malgré tout, par des photos réalisées professionnellement, Arnaud va prendre les 3-4 dernières minutes du webinaire là, pour vous présenter son offre. Et donc, moi, j'en profite pour vous remercier déjà à tous de votre participation. Alors, sur ce dernier point, je vais passer très vite, tout est dit, les aspects légaux. Faites très attention, le droit à l'image, il concerne les personnes, mais parfois aussi les monuments. Si vous faites apparaître quelqu'un dans une photo, il faut que cette personne soit d'accord. Et n'hésitez absolument, obtenez une autorisation écrite. Vraiment, ça, c'est très important. Euh, mais donc, pensez aux monuments aussi. Parfois, il y a des droits dessus et on n'a pas le droit de tout faire. Et donc, pour aller plus loin, c'est ce dont Frédéric parlait à l'instant. J'espère que ce que je vous ai donné comme petit truc va vous aider à aller plus loin justement dans vos photos, à avoir une meilleure qualité, quelque chose qui vous soit utile. Si jamais vous avez besoin
du coût d'un photographe professionnel, moi je propose ce genre de prestations. J'ai un forfait en fait pour tout ce qui est entreprise, petit commerce, restaurant, activités corporate, lieu de vacances, hébergement, voilà. Un forfait en fait à 350 € avec 20 photos, qui en général, 20 photos, ça permet de vraiment couvrir une activité, un lieu. Euh, et donc voilà, 350 € et 20 photos. N'hésitez pas, je vais laisser mes coordonnées juste après, n'hésitez pas à me contacter le cas échéant, je me ferai un plaisir de vous aider si pour le coup vous n'avez pas le temps de faire tout ça, parce que tout ça prend du temps et c'était une des raisons pour laquelle on peut s'adresser à un photographe professionnel. En tout cas, voilà, je serai ravi de vous rencontrer et je me tiens à votre disposition. Et je fais également des formations Lightroom pour ceux qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin dans le travail des images. Et voilà, j'avais prévu un petit peu de temps pour les questions. Et vous avez mes coordonnées ici. S'il y a Bon, quelques il nous questions, reste on quelques a le minutes. temps. On a encore du monde dans la salle, donc allez-y si vous avez des questions. Par écrit. Je vois d'ailleurs que mes coordonnées Facebook et Instagram ne sont pas visibles. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'essentiel au niveau de mes coordonnées, si jamais un jour vous souhaitez me joindre. Et je suis très accessible. Si vous avez des questions par rapport à des photos, voilà, je réponds avec plaisir quand j'en ai la possibilité. Oui. On a Vincent qui demande sur quelle zone géographique est-ce que tu te déplaces. Et puis Alexandre, à quoi sert Carré sur le smartphone? Euh, alors, le carré, c'est purement esthétique. Ça peut être très beau d'avoir une forme. J'imagine que monsieur parle du format. Le format carré, ça peut être un choix, comme on peut vouloir faire un panoramique ou choisir un vertical ou un format paysage. C'est purement subjectif, mais certains sujets vont s'y traiter plus, vont être plus adaptés. Ça peut être intéressant, par exemple, on parlait d'assiette tout à l'heure. D'avoir une photo d'assiette carrée avec un rond au milieu et avoir un côté assez simple, assez graphique. Voilà, c'est un exemple pour ça. Et pour répondre à la première question, je suis basé à Montpellier, mais je me déplace, à vrai dire, partout en France, mais en tout cas dans le Grand Sud, tout autour de Montpellier, jusqu'à Nîmes, dans le Gard. Voilà, je me déplace très fréquemment. Donc voilà, j'imagine que vous êtes tous à peu près dans cette région. On n'est pas loin. Par rapport au format, d'ailleurs, en parlant de carré, beaucoup de plateformes utilisent uniquement des formats horizontaux des photos. Donc, si vous avez une C'est photo souvent le cas, verticale, oui. elle va forcément être réduite en taille pour entrer dans le cadre. Donc, prenez de préférence des photos horizontales parce qu'elles auront une exploitation beaucoup plus facile et beaucoup plus large sur l'ensemble des plateformes. Voilà, c'est effectivement quelque chose à prendre en compte, voilà, à prévoir dans le type de photo que vous faites. Si cet usage-là est privilégié, ben effectivement, faites uniquement des photos verticales, sinon ça ne servira à rien. Horizontale. Horizontales, pardon, horizontales. Voilà, merci à vous tous pour vos commentaires, pour votre soutien. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver sur les prochains webinaires. D'ailleurs, il y en a un le 18 sur la commercialisation, comment est-ce qu'on optimise son référencement avec Booking. Il sera suivi d'un autre, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas être trop dépendant de Booking ou d'autres OTA. Et puis, il y en a un aussi le 19 sur comment est-ce qu'on réalise un guide d'accueil digital pour ses clients dans les hébergements. Voilà, merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Merci Arnaud. Merci à vous, c'était un plaisir.